Deuxième rendez-vous de notre nouvelle série de Mémorables du lundi au vendredi de 20h30 à 21h avec cette semaine Marcel Duchamp qui s'entretenait en 1960 avec Georges Charbonnier. Marcel Duchamp, est-ce que ça vaut encore la peine de faire de la peinture? Moi, je ne sais pas, parce que ça ne veut rien dire faire de la peinture. Ce qui veut dire, c'est faire quelque chose. C'est de la peinture à l'huile depuis 800 ans, mais ce ne sera plus de la peinture à l'huile, ce sera des céramiques, ce sera de la lumière colorée, ou ce que vous voudrez. En musique, vous savez ce qui est arrivé. C'est que chaque fois qu'on a inventé un nouvel instrument, il y avait une nouvelle musique créée par le nouvel instrument. Mais c'était quand même une autre facette de la même chose, du point de vue métaphysique. Donc ce sera la même chose, même si on supprime la peinture à l'huile complètement, ce sera remplacé par autre chose, mais ce sera toujours l'expression d'un individu ou d'un groupe d'individus qui laisseront leur inconscient sortir. Mais alors quelle est votre attitude à l'égard de ce faire? Est-il souhaitable de faire ou est-il souhaitable de ne pas faire? Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'il y a le nombre de gens qui s'appellent artistes, qu'ils sont ou qui croient l'être. Et qu'il y aura un déchet fantastique dans une production comme la nôtre aujourd'hui. Autrement, c'est pas possible. Les greniers ne sont jamais assez grands pour garder tout. Mais même aujourd'hui, tous ces pauvres bougreaux dont nous parlions tout à l'heure, sont dans les caves de tous les musées du monde. On les trouve dans les caves. Ils ne sont jamais exposés. Alors, encore quelques siècles, et ils se détérioreront, et ils disparaîtront. Enfin, la mort qui existe pour toute chose. Ce sera regrettable du point de vue historique. Seulement, mais enfin l'histoire est une autre histoire. Si, ce sera regrettable dans la mesure où Bouguereau exprimait quelque chose de son temps et où on ne pourra plus en avoir une manifestation claire, une image. Oui, et puis j'ai aussi pensé souvent que à toutes les époques, il y a des individus qui avaient un inconscient à exprimer de façon remarquable et qui n'ont jamais pu sortir pour des raisons de santé personnelle ou de pas de chance, manque de chance. Comprenez, le grand artiste, généralement, a beaucoup de chance, en plus. Quand il sort parce que les conditions de la société l'aident à sortir. Et c'est de la chance quand même, généralement, appelez ça comme vous voudrez, mais c'est quand même de la chance. Il y en a d'autres qui avaient... Oui, mais alors là, il faut distinguer l'homme et l'œuvre. Car on peut concevoir que l'œuvre d'un homme soit à peu près entièrement posthume. Il y a des exemples illustres, comme celui de Kafka, par exemple. Oui, d'accord. Ça, évidemment, enfin, la chose a été conservée suffisamment pour qu'une postérité s'en charge de le réhabiliter. Mais même en dehors de ceux qui ont été réhabilités, il y a ceux qui n'ont pas été réhabilités, qui ont été détruits même par la vie elle-même, qui n'ont pas pu produire. Et c'est ceux-là dont je déplore l'absence, comprenez-vous? Parce que alors nous avons tous ceux qui sont restés souvent aussi par chance que Monsieur Leroy un tel les aimait beaucoup, il les a mis au Louvre et à Versailles, et que malgré le mauvais temps qui a pu passer sur eux, ils sont restés. Si je vous comprends bien, l'avancement joue un grand rôle dans l'art. Énorme, surtout au temps monarchique, évidemment. Est-ce qu'il y a une différence entre les rapports du produire de l'art et du faire aux États-Unis et du produire de l'art et du faire en France? Non, plus. Il n'y a plus cette différence, vraiment, ces différences de pays à pays qui existaient même il y a 100 ans. Il y a eu une uniformisation extraordinaire de mœurs et d'activités qui est très visible d'ailleurs aujourd'hui. Beaucoup de mots sont passés dans la langue, d'une langue à l'autre, et en même temps, la façon de penser, la façon d'agir est très uniformisée. En tout cas, tout ce qui est Europe et Amérique, il n'y a pas vraiment de différence. Et alors, dans la question art, c'est la même chose. Les artistes sont de la même mentalité dans les deux pays. Et il y a eu l'influence énorme de l'école de Paris sur l'école américaine qui réagit maintenant pour se produire pour elle-même une école qu'elle appelle son école, n'est-ce pas? Et qui est normale, comme les Espagnols ont leur école à Barcelone, etc. Mais ça n'a plus ce caractère régional. C'est très uniformisé. Je dis, il n'y a qu'à aller à la Biennale de Venise pour voir qu'un tableau japonais ressemble à un tableau américain ou à un tableau français, quand il est abstrait en tout cas.
Donc, c'est un phénomène de notre siècle, ça, très très net. Il n'y a plus les barrières qu'il y avait il y a 100 ans, dans tous les domaines. Et je dis, dans le domaine de l'art, c'est aussi net que possible, qu'il n'y a aucune différence dans l'attitude, même dans la façon de parler, de penser, sauf la langue, qui est différente, mais c'est la même approche. Et en ce qui concerne, non pas l'approche, mais les résultats, lorsque vous venez des États-Unis et que vous arrivez en France, vous trouvez-vous dans un monde de formes différentes? Je ne veux pas parler, bien entendu, de l'aspect de nos villes, de l'aspect du pays. Je veux parler de cette espèce de famille de formes, formes au sens le plus simple, non pas au sens philosophique, que on rencontre lorsque l'on aborde l'art d'un pays. Tout d'un coup, tout est de la même famille, que ce soit la sculpture, la peinture. Oui. On sent un certain rapport entre les choses quand on arrive dans un pays en venant de quitter un autre pays. Est-ce que vous changez d'univers quand vous venez? On change d'univers encore. On change. Il y a encore un reste. Les briques ne sont pas de la même forme, quand même. Et Dieu sait si une brique est une brique dans tous les pays du monde. Quand même, la brique, ou en tout cas la façon de les empiler, les briques, est un peu différente, suffisamment différente pour donner ce caractère dont vous parlez, ce caractère presque régional, alors contrairement à ce que je disais avant. Mais c'est un peu dans la construction, c'est dans l'architecture, plus que dans les sentiments ou les façons de parler ou les façons d'approcher un sujet. Dans le domaine intellectuel, c'est beaucoup plus internationalisé que dans le domaine physique. Ça, c'est vrai, parce que chacun, quand même, reste. Une rue est une production différente dans chaque pays quand même. Ça existe entre l'Espagne et la France, même, n'est-ce pas? Un village espagnol n'est pas le même qu'un village français. Et même dans les grandes villes, il y a des différences qui subsistent. Et surtout, elles subsistent par le fait qu'il y a les anciens monuments qui sont des piliers. Et c'est un plaisir, parce que alors si vraiment le monde devenait complètement uniformisé avec des stations d'essence partout comme aux États-Unis ou sur les grandes routes en France, ce serait un peu embêtant à regarder. Il y avait pas, il y a quand même toutes ces différences de caractérisation. Mais en ce qui concerne l'artiste, si l'on pose la question quelles sont les préoccupations de l'artiste américain, on aurait pu aussi bien, si je vous comprends, poser la question quelles sont les préoccupations de l'artiste turc ou de l'artiste français. En tout cas, tout ce qui est Europe-Ouest, très net, tout ce que j'appelle France, Espagne, Italie, Allemagne, tout ça, Angleterre, c'est absolument un bloc uniforme, à mon avis, du point de vue de l'artiste, très net. Il n'y a plus ces différences que l'Atlantique avait créées avant. Marcel Duchamp, quel jugement portez-vous maintenant sur toute la période surréaliste? La difficulté, naturellement, c'est d'une façon impromptue de rassembler ses souvenirs pour en faire une chose cohérente, n'est-ce pas? Ce sera plutôt à bâton rompu, mais souvenirs à bâton rompu, si vous voulez. Et l'intérêt pour moi, c'est de voir cette chose naître en 1915, 16, 17, justement dans la guerre, ou à la fin de la guerre, au moment où le surréalisme n'était pas né, c'était encore Dada. Mais comme on sait très bien le passage de l'un à l'autre, c'est intéressant de voir ce passage, quoi qu'il ne soit pas avoué, pour ainsi dire, par les surréalistes, ou il n'est pas nié complètement, mais enfin, ils n'aiment pas en parler souvent, de parler de leurs origines, si vous voulez, leurs origines Dada. Pourtant, un certain nombre de membres du mouvement Dada ont été membres du mouvement surréaliste. Complètement. Ne serait-ce que Tzara, Picabia. Complètement. Il n'est pas question de le nier objectivement, il le nie subjectivement. Au point de vue des membres, si vous voulez, ce sont exactement les mêmes. Breton, Aragon, Éluard, Rigaud, qui s'est suicidé depuis, Soupeau, naturellement, Picabia et moi, nous étions des vieux, déjà. Il y a une différence d'années énorme entre Breton et Picabia et moi. On comprenait que même rire, même se moquer, même détruire, devient ennuyeux au bout d'un certain temps, quand c'est devenu une habitude. N'importe quelle habitude peut devenir ennuyeuse, et à la fin des Dada, pendant 4-5 ans, ils ont eu besoin de changer.
ou de passer d'une habitude à l'autre. Et l'habitude surréaliste, qui est née en 24, dure encore. Donc elle est plus solide, si vous voulez, elle est plus générale. Il est clair que quand on a détruit quelque chose rapidement, on ne peut pas continuer à le détruire. La destruction est une chose rapide et qu'on oublie facilement. D'autant plus que la destruction n'était que à leurs yeux. Les répercussions ne se faisaient pas encore connaître. Pas du tout même. C'était encore, ça prenait le domaine de simplement une réaction d'opposition de la part du grand public. Et encore, c'était très, très circonscrit. Un groupe à Paris, de certaines gens, évidemment, ça avait pris une ampleur amusante dans les journaux. Tandis que le surréalisme a eu l'idée, non pas de reconstruire sur les débris de Dada, ça n'est pas ça du tout, mais il a eu tout de même une veine du dadaïsme qui a donné naissance au surréalisme, dans le fait que des considérations sur l'inconscient ont été prises en considération, que le Dada n'avait pas du tout touché. Et ça a été vraiment la base du surréalisme, le onirisme, les rêves, les phénomènes d'inconscient que peu d'artistes avant ou peu de littérateurs avant avaient même pensé à mentionner ou à utiliser. Évidemment, l'existence de Freud n'est pas pour rien dans tout cela, mais c'est naturel qu'une œuvre comme celle de Freud puisse avoir un écho dans le domaine de l'art. Je pensais justement qu'après l'ouverture du mouvement, si on peut dire, naturellement, avec les éléments différents, le groupe qui était assez important, qui représentait 10 ou 12 caractères principaux, il y a eu naturellement, non pas seulement une entente, mais quelquefois des divergences. Et alors, ils ont été obligés aussi de s'occuper de politique, ou du moins d'avoir une attitude, et cette attitude est assez curieuse, sans être carrément d'un côté ou de l'autre, si vous voulez, au point de vue politique ordinaire. Ils ont au contraire cherché à créer eux-mêmes l'idée d'une formule politique nouvelle ou une formule de société nouvelle. Non pas qu'ils aient été très loin dans ce domaine, mais ils en avaient l'intention. Donc ce surréalisme qui commençait comme un mouvement littéraire devenait un mouvement beaucoup plus général, et il l'a été, et c'est pour ça qu'il dure encore, c'est parce qu'il était à plusieurs branches, très très nettes et très développées chaque branche. Ce qui en fait un mouvement intéressant, parce que le cubisme, après tout, est un mouvement de peinture, pour ainsi dire, exclusivement. Il y a eu très peu de littérature cubiste, aussi très peu de sculpture cubiste. Il y a eu quelques sculpteurs cubistes, mais je veux dire, ça n'a pas été très, très développé. En tout cas, c'est des plastiques, en tout cas, toujours. Tandis que le surréalisme est un mouvement qui englobe toutes sortes d'activités, même qui n'ont presque rien à faire avec la peinture ou des arts plastiques. Comment se fait-il que, au fond, très peu de gens ont été entraînés du cubisme vers le surréalisme? L'âge. Et on pourrait penser. Oui, mais la différence d'âge, il y avait la guerre d'abord entre les deux, 1908, 9, 10, 12, et l'autre, 21, ça fait 10 ans. Différence d'abord, et le surréalisme ayant été créé par des jeunes gens de 17, 18, 19, 20 ans, quand le cubisme était déjà un produit pas de jeunes tellement. La différence d'âge entre les cubistes et les surréalistes est de plus de 10 ans, 15 ans, ce qui fait vraiment une grande génération de différence. Il n'y avait donc pas même d'antithèse, je dirais. Ce n'était pas une révolution contre le cubisme, essentiellement, pas du tout. Je trouve qu'il y a maintenant un mélange d'influences. Si l'on pense par exemple à ce que pouvait être une vitrine il y a 30 ans et à ce que peut être une vitrine maintenant, faut-il dire que le changement de la vitrine est imputable au phénomène surréaliste ou au contraire imputable allégé? Mais il faut être spécialiste maintenant pour le dire. Oui, si l'on demande au grand public, regardez la manière dont cette vitrine est disposée, pensez-vous que c'est parce qu'il y a eu des surréalistes que tels et tels objets sont présentés de cette manière ou qu'il n'y en a qu'un seul? Pensez-vous que les surréalistes ou Fernand Léger soient responsables? Les gens ne répondront pas. Non, ils ne répondront pas parce que les deux influences ont eu lieu et souvent se sont mélangées parce que dès que l'art décoratif, comme la vitrine,
prend possession d'une idée comme le surréalisme ou le cubisme, d'abord elle l'abîme complètement et en fait une chose vulgarisée qui rappelle très vaguement les origines cubistes ou surréalistes de la question. Il ne faut pas trop se laisser prendre à cela parce que cette application publique de ces mouvements est vraiment peu intéressante. Elle est intéressante d'une façon contemporaine. Nous sommes témoins de ces choses parce que nous sommes vivants. Mais pour un avenir de 100 ans ou de 50 ans, ce sera très peu mentionné, même dans les gazettes. Le cubisme a eu moins d'influence générale décorative que très particulière, dans le sens que les formes cubistes étaient données à des objets ou à des vitrines d'une façon nette. Il n'y a pas de forme surréaliste, il y a un esprit surréaliste. Est-ce que votre frère, par exemple, ou Jacques Villon, ou bien est-ce que Léger, est-ce que Braque avaient des contacts? Est-ce qu'ils se voyaient beaucoup? Quelles étaient les relations autour des années 20 entre tout ce groupe de peintres et les surréalistes? C'est intéressant parce que, en effet, mon frère, qui est même plus âgé que la plupart des cubistes, Jacques Villon, et il y avait contact évidemment, mais il y avait contact de père à fils presque. Il n'y avait pas mélange, il n'y avait pas rivalité même. Les cubistes étaient les cubistes, et les surréalistes étaient des jeunes gens qui voulaient commencer quelque chose et dont on se moquait naturellement. Et Dada et surréalistes ne songeaient pas à détruire le cubisme? Si, de façon théorique, oui. Ils savaient bien qu'ils s'attaquaient à grosse partie, mais en tout cas, ils l'ont pas détruit, mais ils l'ont arrêté. Ils ont donné au mouvement cubiste le signe de l'arrêt, pour ainsi dire qu'après 20, le mouvement cubiste a été continué naturellement, mais tous les cubistes ont changé de manière. Tous. Et chacun est devenu un nom particulier, a pris son nom et sa manière particulière. On parle de chacun d'eux comme ayant commencé dans le mouvement cubiste, mais s'étant développé en un individu beaucoup plus intéressant comme individu. Oui, c'est le cas de Picabia, c'est le cas de Jacques Villon, c'est le cas de Braque. Exactement. Mais alors, le cas Picasso. Picasso, lui, a eu des relations avec les deux très nettement. Picasso, évidemment, avec sa grande vision, si vous voulez, de ce que peut-être un peintre aujourd'hui a pu englober et le cubisme et le surréalisme et encore même d'autres formes auxquelles nous n'avons pas donné de nom et qui s'appellent Picasso. Et que les autres cubistes ont fait la même chose, ils se sont développés d'un mouvement général à un développement particulier, qui est leur personnalité, qui en fait un Braque, un Léger, d'une façon plus intéressante pour nous, car c'est toujours l'individu qui m'intéresse plus que les mouvements qui servent simplement à grouper des jeunes. Culture Plus, mémorable, Marcel Duchamp s'entretient avec Georges Charbonnier. Vous revenez à Paris. Il existe toujours un mouvement surréaliste, ou qui se dit tel. Est-ce que vous n'êtes pas étonné? Non, je ne suis pas étonné parce que, du fait dont je vous parlais tout à l'heure, que ce mouvement s'applique à beaucoup d'activités, et non pas seulement l'activité plastique, ou l'activité politique, ou l'activité littéraire. C'est encore plus général. On sent qu'il y a un esprit, presque une métaphysique surréaliste, qui est très difficilement définissable et qui n'a pas été complètement digéré encore. Le mouvement a encore ses raisons d'être. On lui oppose naturellement la vieillesse, 25-30 ans de surréalisme semble suffire aux jeunes gens d'aujourd'hui. Ils ont raison, dans un sens, eux-mêmes doivent chercher autre chose. Mais ça n'empêche qu'au point de vue résultat et réalité de la chose, je trouve que le surréalisme a une position aujourd'hui dans laquelle ces déclarations ont une valeur. Ce qui n'est pas le cas des cubistes de 1910 et 12 qui ont fini leur carrière, si vous voulez. Oui, un état d'esprit qui peut continuer. Oui, le surréalisme, autrement dit, c'est moins développé et branché en individus. C'est vrai que ce sont chacun des individus, mais il reste un lien entre ses membres, ce qui n'est pas vrai du cubisme. Picasso s'est développé dans son sens, Braque dans un autre, Villon dans un autre, tout le monde, Léger aussi. Ils ont chacun pris une telle position qu'on ne compare pas un tableau de l'un à l'autre. On sait que l'origine en est le cubisme, mais chacun a pris une telle personnalité, individualité dans son développement
on les nomme par leur nom d'individus et non pas par leur nom général de cubistes. Ce qui n'est pas vrai dans le surréalisme, on parle du surréalisme sans presque nommer les surréalistes. Oui, et comment pourriez-vous caractériser cet état d'esprit qui subsiste? Car il est tout à fait net, il est, par exemple, je crois qu'il serait très difficile de dire que le surréalisme est une école philosophique. Il serait très difficile de placer sur le même plan, pour les comparer, l'existentialisme et le surréalisme. Ça n'aurait même pas de sens. Non. Ça ne voudrait rien dire. Et donc, qu'est-ce qui subsiste du surréalisme? Qu'est-ce qu'il y a de permanent dans le surréalisme? Je parlais de métaphysique, c'est pas exactement le mot métaphysique est idiot, d'abord parce que c'est un vieux mot qui ne veut pas dire grand-chose, c'est simplement, c'est commode à employer. Mais il y a quand même, la philosophie si vous voulez, c'est tout de même une considération au-dessus du langage vulgaire. Il n'y a pas seulement la communication vulgaire d'un individu à un autre, il y a des considérations au-dessus qui pourraient former ce qu'on appelle une philosophie. Et elle existe cette philosophie, mais on ne l'appelle généralement pas philosophie parce que le mot philosophie aussi est un vieux mot qui est trop facile à employer. Mais c'est-à-dire que toutes ces démonstrations d'automatisme, de l'intervention du hasard, en lui donnant une importance et en le considérant comme un élément créatif, et sont des choses qui appartiennent au surréalisme, auxquelles personne d'autre n'avait pensé avant, ou en tout cas n'avait développé avant d'une façon aussi continue, puisqu'il y a 25 ans ou 30 ans que ça dure, que le surréalisme l'a fait. Vous paraîtrait-il exagéré de penser que le surréalisme est né à un moment où les mots courants, où le langage était parvenu, je dirais presque à son degré de perfection. Tout au moins, à un moment où le langage a donné tout ce qu'il pouvait donner. Et est-ce que ce ne serait pas la conscience de cet état de choses qui aurait engendré le mouvement surréaliste? Faire éclater ce qui ne peut plus servir. Car, enfin maintenant c'est une vérité admise, je pense que beaucoup de philosophes l'admettraient, qu'un grand nombre d'autres n'aimeraient pas l'admettre puisqu'ils continuent à se servir de ces mots. Mais les hommes de science seraient tous d'accord. Le langage courant, notre langage, ne nous fournit plus des symboles assez précis, assez différenciés, assez sûrs pour exprimer, pour dire des choses nettes, des choses indiscutables. Pour s'appuyer sur quelque chose de solide, on ne peut plus s'appuyer sur le langage. Est-ce que les surréalistes avaient cette conscience et est-ce que ça n'aurait pas été la cause profonde? Sûrement, cela a été, mais n'oubliez pas que c'est vrai à chaque époque, et tous les 50 ans ou tous les 30 ans, il y a besoin de renouvellement, surtout dans la langue. Le fait, en effet, que c'est un peu plus flagrant... Mais c'est plus net à notre époque. C'est plus net à notre époque, c'est plus flagrant, en effet, est dû, justement, au caractère de notre époque, qui est une époque qui demande beaucoup plus au langage que les autres époques n'en ont demandé. Et c'est un reproche que je lui fais, mais c'est complètement personnel, que ce besoin de se servir de mots, qu'ils soient nouveaux ou anciens, pour traduire l'inconscient, si vous voulez, ou ce qui se passe en nous. Et c'est une formule à laquelle je ne crois pas du tout, que la langue ou les mots puissent traduire de façon exacte ou précise tout ce qui vraiment se passe dans le monde, c'est-à-dire ce qui se passe sous l'individu et non pas en dehors de l'individu. Vous comprenez? La traduction par les mots de ces phénomènes est très approximative, plus qu'approximative, et souvent fausse. Mais la traduction par les mots de tous les phénomènes est approximative. Oui, justement, c'est ce que je dis, c'est l'approximation. Sans exception. Non, sans exception, elle l'a toujours été. Le mot a pris une position de voix, de la force que le mot a pris dans la vie moderne. Nous le voyons même dans les réclames. Le vocabulaire des réclames est une chose extraordinaire. Si on compare des réclames de 1920 et des réclames de 1960, on est éberlué. Moi qui arrive d'un autre pays, d'Amérique, je ne comprends pas la plupart des mots que je lis. Les nouveaux mots construits
qui sont d'origine grecque naturellement, mais qui quand même ont été construits dans les 10 dernières années, fabriqués de toutes pièces. Évidemment, ça existe dans tous les pays, cette déformation ou cette reconstruction, cette refonte du langage tous les 10 ans, c'est vrai, mais je crois que c'est plus maintenant, dans les 20 dernières années, que ça n'a jamais été. Vous avez entendu Entretien avec Marcel Duchamp, une émission de Georges Charbonnier. C'était le deuxième volet des entretiens de Marcel Duchamp avec Georges Charbonnier, enregistré en 1960.